Je vous fais un premier discours sur la pêche au temps du Brexit et la question est, est-ce qu'on va retourner vers une guerre de la morue? Alors, je vais commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je vous avoue que le sujet que j'ai choisi, c'est très loin d'être un de mes sujets de prédilection. En fait, pour ceux qui me connaissent, c'est même plutôt l'inverse. Les très, très rares fois où je suis allée à la pêche, je suis toujours rentrée bredouille. Et pourtant, lors de mes études en Angleterre, j'ai entendu parler pour la première fois des guerres de la morue. Alors j'avoue que le nom m'a beaucoup fait sourire et je me suis sentie obligée de faire des recherches sur ces fameuses guerres de la morue. Donc mon discours, je vais plus vous parler de tensions politiques liées aux accords de pêche entre États plutôt que de questions économiques. Mais je vais quand même vous faire un petit point très rapide sur la politique commune de la pêche. Donc, si vous le voulez bien, on est parti sur la politique commune de la pêche, la PCP. La PCP définit donc une série de règles destinées à gérer la flotte de pêche européenne et à préserver les stocks de poissons. Elle est conçue pour gérer une ressource commune. Elle donne à l'ensemble de la flotte de pêche européenne une égalité d'accès aux eaux et aux fonds de pêche de l'Union européenne. Et elle permet aussi aux pêcheurs de se faire une concurrence équitable. Des accords de pêche ont été créés en fait dès les années 70, mais la PCP en elle-même, elle a été créée en 1983. Et depuis, elle a subi de nombreuses réformes, la dernière datant de 2014. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 grands domaines d'action dans la PCP. Tout d'abord, la gestion de la pêche, la gestion des pêches. Ensuite, la politique internationale. Ensuite, les marchés et politiques commerciales. Et enfin, le financement de la politique. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Je suis désolée, mais il faut le faire pour vous donner une idée de ce que c'est la pêche dans l'Union européenne. Mes chiffres datent de 2006, donc pas les plus récents. Mais en 2006, l'Union européenne, c'est le plus grand marché mondial des produits de la pêche. Et cette année, c'est aussi la 3e puissance mondiale du secteur. Ça représente à peu près 6 millions de tonnes de capture par an. Il y a à peu près 260 000 pêcheurs et la flotte de l'Union européenne approche les 97 000 navires. Entre 2000 et 2006, le budget de la politique commune de la pêche représente 0,84% des ressources de l'Union européenne. Environ, ça nous donne à peu près 900 millions d'euros par an. Donc les chiffres que je viens de vous donner peuvent paraître un peu impressionnants, mais en fait, vous aurez noté que finalement, la politique commune de la pêche ne représente qu'une toute petite partie des ressources de l'Union européenne, à peine 1%. Et en effet, lorsque le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne en 1973, Sir Con O'Neill, le négociateur en chef du Royaume-Uni pour l'entrée dans l'Union européenne, a dit cette phrase que j'ai trouvée très belle, que je vais vous donner. La question de la pêche économique, c'est un tout petit sujet économique, mais de la dynamite politique. Cette année-là, en fait, en 1973, l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui sont 3 pays à forte activité halieutique, modifie profondément l'économie des règlements existants sur la pêche. Parce qu'en fait, les captures des 3 nouveaux États membres représentent plus du double de celles des 6 fondateurs. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la pêche, c'était un des sujets sensibles de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et comme le dit The Guardian, 8 heures seulement après le début des pourparlers d'adhésion, le 30 juin 1970, les Britanniques ont eu une mauvaise surprise. Les 6 membres de la Communauté économique européenne avaient convenu d'établir une politique commune de la pêche en négociant très rapidement un accord. Et pourtant, c'était une question qu'ils esquivaient depuis 12 ans. Au moment précis où le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège, pays très riches en poissons, frappaient à la porte.
Et lorsqu'il y a eu la campagne du Leave britannique pour quitter l'Union européenne, c'était l'un des arguments principaux de reprendre le contrôle de l'espace maritime du Royaume-Uni. Et à la suite de ce vote, à la suite du Brexit, dans le temps qu'il a fallu pour arriver à un accord avec l'Union européenne, la menace du no deal a fait craindre un renforcement des défenses maritimes et le retour d'une guerre de la morue. Parce qu'en effet, s'il n'y avait pas d'accord, il aurait été de la responsabilité du Royaume-Uni de défendre ses eaux face aux navires de l'Union européenne. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre de la morue dont je vous parle depuis le début? J'avoue que le nom me fait sourire, mais il s'agit d'un vrai conflit d'ordre économique qui a opposé le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l'Allemagne de l'Ouest à l'Islande dans les années 1950 et 1970. Et le sujet de ce conflit, c'était les zones de pêche islandaises. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1952, l'Islande décide d'étendre sa zone de pêche d'environ 7 km au large de ses côtes. Et cela crée une vague de protestations au Royaume-Uni et le gel temporaire des importations de poissons islandais. Sauf que la première guerre de la morue ne commence qu'en 1959. Parce que cette fois, l'Islande a étendu ses eaux territoriales à 20 km. Les Britanniques, en réponse à cela, ils ont décidé d'envoyer des navires de guerre pour protéger les chalutiers, les pêcheurs qui pêchaient dans cette zone. Après un accord entre les deux pays, les relations s'apaisent un petit peu. Le conflit a repris en 1972. Cette guerre, comme on dit, entre guillemets, n'a jamais été une vraie guerre ouverte. Il y a eu cependant un mort, un marin qui s'est électrocuté parce qu'il voulait réparer son bateau qui avait été endommagé pendant le conflit. Cependant, même si ce n'était pas une vraie guerre, les tensions étaient telles que l'OTAN et même l'ONU ont dû intervenir, et à chaque fois, en faveur de l'Islande. Et les conséquences sur l'économie halieutique du Royaume-Uni ont été très importantes, puisqu'à chaque réduction de la zone de pêche du pays, des centaines d'emplois de pêcheurs ont été perdus. Alors ce conflit n'a pris fin officiellement qu'en 1976, lorsque les Britanniques reconnurent la légitimité des mesures islandaises. Et c'est grâce, entre guillemets, à ce conflit qu'il y a désormais ce qu'on appelle des zones économiques exclusives qui seront officialisées et généralisées dans la Convention de Montego Bay en 1982. Alors, puisqu'on parle de guerre de la morue, je ne peux pas m'empêcher de vous parler aussi d'un autre conflit qui s'appelle cette fois la guerre de la coquille. C'est un conflit qui, cette fois, oppose les pêcheurs anglais et les pêcheurs français. Et c'est un conflit bien plus récent, puisque les deux dates principales de ce conflit sont 2012 et 2018. Alors cette fois, l'origine du conflit, ce n'est pas une extension des zones de pêche, mais c'est les règlements internes à chaque pays. En France, les règlements sont qu'on ne peut pêcher les coquilles Saint-Jacques que du 1er octobre au 15 mai, parce que le gouvernement français veut que les coquilles atteignent une certaine taille qu'on les pêche. Sauf que les Britanniques ont l'autorisation de pêcher les coquilles Saint-Jacques toute l'année. Ce qui a bien évidemment amené des tensions, et en 2012, les pêcheurs français se mettent à jeter des pierres sur les navires britanniques, et ils jettent aussi des filets de pêche pour endommager les hélices et les moteurs des navires. On a également vu des fusées de détresse qui ont été tirées vers les Britanniques. À la suite de ces incidents, donc en 2012, un accord reconductible a été conclu en 2013 pour que les navires des deux pays respectent les mêmes périodes de pêche. Cependant, l'accord ne s'applique que pour les navires britanniques de plus de 15 mètres. Donc, les navires de moins de 15 mètres peuvent continuer de pêcher toute l'année. Et bien évidemment, ça n'a jamais mis un terme aux tensions. Donc, en 2018, un vrai conflit éclate cette fois entre 35 navires français et 5 navires anglais,
avec jet de pierre, jet de filet, jet de fusée de détresse. Et les gendarmes ont dû intervenir. Il y a eu donc des négociations entre le ministre de l'Agriculture français et le ministre de la Pêche britannique. Et finalement, un accord sur le calendrier de pêche de la coquille Saint-Jacques a été trouvé. Tout est bien qui finit bien donc. Mais donc si je vous parle de ça maintenant, c'est une surprise pour personne si je vous dis que les négociations au sujet de la pêche étaient l'un des points de tension principaux lors des négociations de l'accord de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Encore une fois, la question, elle n'était pas tant économique, elle était plutôt politique. Parce que pour plusieurs États membres, dont la France, le Danemark, le Pays-Bas en tête, la pêche est un enjeu très social et territorial, parce que le secteur aurait été presque détruit s'il avait dû renoncer à l'accès aux eaux britanniques. Parce que ces eaux britanniques sont très très poissonneuses et les pêcheurs du continent attrapent environ 60% de leur prise dans ces eaux. Et du côté britannique, le contrôle des eaux a été érigé en symbole de la future souveraineté retrouvée promise aux Brexiteurs. Dans l'accord qui a été trouvé à la toute fin de l'année 2020, il a été convenu que l'Union européenne transfère au Royaume-Uni 25% de la valeur des produits pêchés dans les eaux britanniques par les flottes européennes. Et ce, au moins jusqu'en 2026. En échange de quoi, les pêcheurs européens conserveront l'accès à la partie des eaux britanniques dans laquelle ils se rendaient habituellement. Et passé cette date, donc passé 2026, l'accord sera renégocié tous les ans. Alors l'Europe annonce vouloir aider ses pêcheurs. Les pêcheurs anglais, eux, regrettent un accord qu'ils trouvent trop laxiste et ils espéraient une rupture plus définitive. Cependant, on peut dire que cet accord nous permettra, au moins je l'espère, d'éviter une nouvelle guerre de la morue. Merci beaucoup.